soit tantrika et soit tantrika, est-ce que c'est eux aussi qui disent, qui parlent de la, en fait, ils parlent, quand on parle de la personne, elles disent qu'elles sont dénuées d'existence inhérente, mais pas les phénomènes. C'est eux ou pas? Ou... Parce qu'en fait, il y a quand même une partie qui croit à l'un et pas à l'autre. Oui. Alors Donc, en fait, si on accepte le non-soi des phénomènes, on est nécessairement un tenant d'une vue mahayanniste. Ouais. mhm, C'est-à-dire que soit Chittamatra, soit Madhyamika, et au sein du Madhyamika, il y a les soit Tantrika et les Prasangika. Ouais. mhm, Donc ça veut dire que, en effet, si on met de côté les Prasangika, on dira que les Chittamatra comme les soit Tantrika, Madhyamika, font une distinction de subtilité entre le soi ou le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Ouais. Donc pour eux, c'est nécessairement pour la personne l'absence de soi autosuffisant et substantiel de la personne. Eux, ils s'arrêtent à ça. Et pour eux, ça leur suffit de réaliser ce non-soi de la personne pour obtenir le nirvana. Et ensuite, ils vont dire, si vous voulez obtenir l'éveil, il faut là aussi réaliser le non-soi des phénomènes, mais il est plus subtil. C'est pour ça que la saisie d'un soi des phénomènes, c'est ce qui empêche l'éveil, puisque c'est plus difficile d'obtenir l'éveil que le nirvana individuel. Et donc, ils vont dire que la saisie d'un soi des phénomènes, c'est nécessairement un voile cognitif, puisque c'est ce qui empêche l'éveil, ouais. Ok, ok. Et donc, les Prasangika, eux, disent, la saisie d'un soi des phénomènes, c'est un voile afflictif. C'est un voile afflictif, ça empêche le nirvana. Tant qu'il existe la saisie des agrégats, il existe. Exactement. Parce que c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Ratnavali, dans le Conseil au roi. Ça doit être dans le chapitre 5 où ils disent Kandagraho yavadasti tavad evahamiti api. Donc il y a la saisie des agrégats, il y aura la saisie de la personne comme existant de manière inhérente. Ouais. Donc le soi des phénomènes et le soi des personnes, pour les Prasangika, c'est un même niveau de subtilité. Ouais. C'est-à-dire que, vu que c'est un même niveau de subtilité, pour réaliser aussi bien le nirvana que l'éveil, il faut réaliser nécessairement le non-soi de la personne et des phénomènes, puisque c'est un même niveau de subtilité. Ouais. Ça vous parle? Oui. Waouh, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. C'est excellent. Et donc ça veut dire que pour les Prasangika, quand on parle du non-soi d'une table, on parle nécessairement du non-soi des phénomènes, ou d'un phénomène. Et quand on parle du non-soi de la personne, d'une personne en particulier, on va dire bah, c'est le non-soi de la personne. Ouais. Alors que, parce que c'est le même niveau de subtilité, il n'y a que les bases qualifiées par la vacuité qui vont changer. Soit on parle d'une personne, soit on parle de ce qui est pas une personne, les agrégats, une table, etc. Alors que pour les autres écoles, soit Tantrika et Chittamatra, ils vont dire que si on considère un non-soi grossier, bah, ça va être nécessairement le non-soi de la personne, et si on considère un non-soi subtil, c'est nécessairement un non-soi des phénomènes. Par exemple, les soi Tantrika vont dire que si on comprend qu'une table est dénuée comment dire, une table n'est pas l'objet d'usage d'une personne autosuffisante et substantielle, à ce moment-là, ils vont dire que c'est le non-soi de la personne de la table. Ils vont dire que c'est le non-soi personnel de la table. Exactement comme pour les écoles plus basiques. C'est-à-dire que la table, vu qu'il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas de mien autosuffisant et substantiel, ou il n'y a pas d'objet d'usage d'une personne autosuffisante et substantielle. Et donc, de ce point de vue-là, cette table est un non-soi personnel. C'est ça qu'ils vont dire, les soi tantrika, par exemple. Et si on dit la table est dénuée d'existence véritable, à ce moment-là, ça va être le non-soi des phénomènes de la table. Ouais. Non, ça, si, mais je trouve que c'est pas logique. Donc, du coup, oui. pour nous, enfin, pour les Prasangika, c'est plus facile. Oui, je trouve que c'est plus logique quand même, parce que sinon, on a l'impression qu'on s'adapte. Non, je sais pas, c'est pas logique. Hein. Tout à fait. Ce qui fait la différence pour les soi tantrika, c'est le niveau de subtilité du non-soi. Si c'est un non-soi grossier, c'est nécessairement un non-soi de la personne. Et si c'est un non-soi subtil, c'est nécessairement un non-soi des phénomènes. C'est-à-dire que s'ils disent que la personne est dénuée d'existence véritable, ça va être le non-soi des phénomènes de la personne. Voilà. Parce que c'est la teneur du non-soi qui importe pour eux, si on parle d'un non-soi des phénomènes ou d'un non-soi des personnes.
Ils disent pas c'est la base qualifiée qui va faire la différence. Alors que pour les Prasangika, c'est la base qualifiée. Si on parle vu que c'est le même non-soi, si on parle d'un non-soi de Jimpa, de Rosemary, etc., on va dire c'est un non-soi de la personne. Mais si on parle d'un non-soi d'une table ou des agrégats de telle ou telle personne, ça va être le non-soi des phénomènes. Donc c'est plus logique pour les Prasangika, en effet. Oui, c'est plus logique, oui. Ouais. J'ai une question. Oui, oui. Après, elle est peut-être bête, je ne sais pas, mais en tout cas, ou je ne l'ai peut-être pas réfléchi de la même façon, parce que Il n'y l'autre fois. a jamais de question bête. Alors, en fait, c'était par rapport. Donc, on avait parlé donc, de la méditation sous la vacuité, et donc de 1 est différent. Oui. Et du coup, donc, on avait parlé aussi du fait que c'était compliqué de mettre les agrégats d'un côté et la personne de l'autre. Mais il y a une question qui m'est ressortie, c'est quand on décède, alors moi je dis on meurt, mais bon, voilà, la période qui est transitoire entre le décès et les renaissances, donc il y a une sorte de conscience alors moi j'appelle ça conscience, mais je ne sais pas, le bardeau intermédiaire, il y a quelque chose qui part finalement. Continuum. Donc cette chose-là qui part, ben, finalement, elle est séparée de ses agrégats. Donc il y a, enfin, pour moi, ça crée un problème parce que du coup, je me dis, ben, du coup, on peut mettre moi d'un côté et alors je ne sais pas ce que c'est cette chose de l'autre côté qui a les graines karmiques, etc. Enfin, bon, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais en tout cas, voilà. Du coup, je me dis, bah, du coup, il y a un problème parce qu'on peut finalement mettre ça d'un côté et les agrégats de l'autre. Alors, c'est À la intéressant. fin, c'est pas la même chose. Rassure-toi, il n'y a pas que toi qui as ce problème-là. Oui, oui. Non, mais c'est lors d'une méditation, je me suis dit, tiens, ça m'est venu à l'esprit, je dis, tiens, ça, il faut que j'en parle parce que je comprends pas, en fait. Oui. Si, par exemple, on s'observe maintenant, est-ce que nous sommes séparés de nos agrégats de l'année dernière? Non. Ah bon? Vraiment. Vous avez toujours vos agrégats de l'année dernière? J'aimerais bien. Ils ont évolué. Parce que sont devenus vos agrégats, par exemple, quand vous aviez 10 ans? Est-ce que vous avez toujours vos agrégats que quand vous aviez 10 ans? Non. Ah oui, non. Donc, j'ai compris agrégat, je n'ai pas compris l'année dernière. Oh là là. J'aimerais bien avoir encore mes agrégats il y a 20 ans, 30 ans, mais hélas. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc on est séparés de nos agrégats d'hier, par exemple. Ben oui. Ouais? Ok, très bien. Et donc quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est que on est séparé des agrégats de la vie qu'on vient de vivre. Mais est-ce que en temps réel, la conscience qui est associée à un corps subtil, cette conscience qui a des sensations, des identifications, etc. Parce que dans les agrégats, il n'y a pas que le corps grossier, il y a aussi les agrégats non physiques. Et il y a un agrégat physique nécessairement, un agrégat physique subtil, une forme subtile que prend cette personne qui va ressembler à ce qu'elle va être à l'avenir. C'est-à-dire que si on renaît sous forme de chien, on aura un corps mental, un corps de Bardowa sous forme de chien. Et si c'est sous un corps d'être humain, c'est qu'on renaîtra sous forme humaine, etc. Ok, donc il y a quand même un agrégat physique subtil et il y a des agrégats non physiques qui sont là, sensation, identification, facteurs composés. Donc la personne ne peut pas être séparée de ces agrégats, quels qu'elle soit. Donc de ces agrégats en temps réel, mais la personne est nécessairement séparée de ces agrégats d'hier. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant par rapport justement à ce raisonnement. C'est important justement d'avoir ce questionnement-là, parce que ça montre que tu essaies d'y réfléchir, de te poser des questions. Donc c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'on est censé faire. Il faut analyser, puisque notre vacuité n'est pas directement perceptible. Donc on a besoin d'en faire un portée robot, d'avoir une inférence, une déduction logique. Et donc, en effet, on se pose la question, comment est-ce que ma personne pourrait être séparée de mes agrégats? Comment ça peut être possible? C'est impossible. La personne ne peut pas être séparée de ses agrégats. Exactement comme la personne ne peut pas être une avec ses agrégats. Parce que quand on dit un est différent, c'est ça qui est intéressant, c'est que les écoles plus basiques vont être d'accord pour dire que la personne est une même entité avec les agrégats. Mais comme tout cela, c'est au sein de l'existence inhérente,
dire que la personne serait une même entité avec les agrégats, ce serait exactement la même chose que de dire que la personne serait une avec les agrégats. C'est pas simplement de dire que la personne serait une même entité, elle serait une avec les agrégats. C'est pourquoi on doit réfuter ça. Et quand on dit, en effet, la personne n'est pas les agrégats, puisque la personne est imputée en dépendance des agrégats, etc., donc la personne est différente des agrégats. Mais au sein de l'existence inhérente, cette différence serait comme des entités différentes. La personne et les agrégats auraient des natures séparées. C'est-à-dire que c'est pas uniquement... C'est vrai que quand on comprend le point de vue Sautrantika, etc., la table et sa couleur, alors, la table et sa couleur sont une même entité ou des entités différentes? C'est Être une même entité, ça veut dire quoi? Ça veut dire apparaître à une personne. Apparaître en même temps. c'est une même entité. Et n'apparaître pas séparément, hein? Mm. C'est ça que ça veut dire. Ça veut Ouais. dire qu'ils n'apparaissent pas séparément. La table et sa couleur n'apparaissent pas séparément, vous êtes d'accord? Mhm. Conception directe. Ok. Donc elles n'apparaissent pas séparément. Ça veut dire qu'elles sont une même entité. Donc ça, on est ok. On est ok. Ça veut dire qu'elles sont une même entité. Mais si on acceptait l'existence inhérente, être une même entité voudrait dire être un. Et comment est-ce qu'une table peut être la même chose, être exactement la même chose que sa couleur? Comment est-ce qu'une table pourrait être une couleur? Comment est-ce qu'une couleur pourrait être une table? C'est pas possible. Ouais. Donc là, on prend l'exemple de la table, mais c'est soi-même qu'il faut prendre comme exemple quand on médite sur le non-soi de la personne. C'est-à-dire, ok, moi qui, imaginons qu'on me critique, etc., etc., etc. Et donc, on a la mayonnaise qui monte. On essaie de percevoir la façon dont notre jeu nous apparaît. Ok. Est-ce que notre jeu est un ou différent de nos agrégats? On a compris en effet que notre jeu, notre personne conventionnelle, personne conventionnelle, est une même entité avec les agrégats. Ça, tout va bien. Elle n'est pas séparée, elle n'est pas des entités différentes des agrégats. Elle n'est pas une entité différente ou séparée des agrégats, ça on l'a bien compris. Elle est donc une même entité, elle coexiste avec les agrégats sans être les agrégats. Donc c'est ça, on l'a bien compris. Le problème, c'est que de manière innée, quand il y a ce jeu inhérent, qui remonte à la surface quand on a peur ou critiqué, qu'on est un peu en colère, etc. Il donne l'impression d'exister de manière inhérente. Mhm. Il donne l'impression, à cause de ça aussi, d'exister de manière autosuffisante et substantielle. Donc il y a ces deux trucs-là, ça il faut aussi faire en sorte que ce soit clair dans notre esprit, parce que c'est pas simple du tout. Changyar Rinpoche, dans son Ornement du Mont Meru, un texte sur les écoles philosophiques, dit que l'existence autosuffisante et substantielle voudrait dire que la personne serait aussi permanente. Pas uniquement qu'on la percevrait sans dépendre d'autre chose, mais autosuffisante, ça veut dire autonome par rapport à des causes et conditions. Donc elle serait permanente. Donc c'est quand même, ça donne une idée supplémentaire par rapport à cette entité totalement factice d'une personne. Ok, donc ça on peut le remettre en question. Mais ensuite on a la saisie d'existence inhérente, comme si on pouvait trouver la personne dans sa base d'imputation. Et donc ça veut dire que si on se dit que la personne est une même entité avec les agrégats, de manière innée, spontanée, etc., c'est comme si on ne pouvait pas en effet séparer la personne des agrégats. Ça, on est d'accord. Mais les conséquences à l'absurde, ce serait que si la personne était une même entité avec les agrégats, mais que la personne aurait une existence inhérente, elle serait une avec les agrégats. Mm. Ce serait exactement la même chose. Ça, c'est les conséquences à l'absurde, qui ne sont pas nécessairement comme ça dans notre esprit quand on se saisit. C'est pas élaboré, c'est pas philosophique. Quand on se saisit comme existant de manière inhérente, c'est inné, donc c'est pas nécessairement renforcé par des points de vue philosophiques. Mais si on prend cet ego comme base de travail, se dire, est-ce qu'il existe vraiment? On va le chercher. On va le chercher, soit comme étant un avec les agrégats, soit comme étant séparé des agrégats, parce qu'il n'y a pas 36 000 possibilités. C'est soit un, soit différent. Ouais. Et donc on cherche, on analyse. Dans ce cas-là, oui, il faut analyser. Il faut analyser. Si la personne était une avec les agrégats, quelles seraient les conséquences? On essaie de trouver des conséquences à l'absurde. Si ça ne peut pas tenir la route, c'est impossible. La personne n'est pas une avec les agrégats. Donc la personne est différente des agrégats. Sauf que le problème, c'est qu'avec la conception d'existence inhérente, cette différence, ce serait plus comme la table et sa couleur, les deux sont différentes, mais sont une même entité. On est d'accord. Mais avec l'existence inhérente, c'est plus qu'une simple différence. Ce seraient des natures séparées. Ouais, c'est comme si la table et sa couleur pouvaient être séparées l'une de l'autre. Et ça, c'est pas possible.
la personne et les agrégats ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. C'est pourquoi on a tant de difficultés à imaginer que la personne pourrait être séparée des agrégats. Ouais, parce que c'est tout simplement pas possible. Donc il faut rester dans ce constat-là ensuite, se dire, ok, mon jeu tel qu'il m'apparaît quand on me lance une remarque ou quand je suis à côté d'un précipice, etc., mon jeu tel qu'il m'apparaît, ok, s'il existait vraiment, s'il existait, il devrait nécessairement soit être un, soit être différent des agrégats, parce que c'est sa base d'imputation des agrégats. Et donc on essaie d'analyser, se dire le jeu n'est pas du tout un avec les agrégats. Ok, la seule autre possibilité c'est qu'il serait différent. Et là, ce serait une différence inhérente, une séparation avec les agrégats. Et c'est pas possible non plus. Quel est le constat? Il n'y a pas du tout de jeu inhérent, tout simplement. Parce que ce qui n'est ni un ni différent n'existe tout simplement pas. C'est comme si on cherchait un voleur à la maison. On le cherche, on a l'impression qu'il y a un cambrioleur à la maison et un voleur à la maison. Il peut être soit dans la maison, s'il est chez nous, soit dans la maison, soit dans le jardin. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ouais, c'est-à-dire que soit dans la maison, soit à l'extérieur, dans le jardin. S'il n'est ni dans la maison, ni dans le jardin, il n'est tout simplement pas chez nous. Parce qu'il n'y a pas 36 000 possibilités, ouais. C'est le même principe. Et donc là, on demeure en égalité méditative, en absorption méditative, en concentration, en focalisation, sur ce constat, sur cette absence de trouvailles, sur cette simple absence. Il n'y a pas du tout de jeu inhérent. Ouais. Donc on se familiarise avec ça pour essayer de digérer tout ça. Parce que comme on l'a dit, si on ne fait qu'analyser, on analyse, on n'arrive jamais vraiment à focaliser l'esprit. Et si on ne fait que focaliser l'esprit, mais sans jamais analyser, c'est pareil, on n'arrivera jamais à certifier l'objet de négation et à l'exclure totalement, à le réfuter totalement. Donc il faut vraiment alterner entre ces deux-là. Et ça, c'est vraiment la clé, pour essayer de dépasser notre saisie égotique, etc. Ouais. Ok, Axel, oui. T'as levé la main? Oui, mais il n'a pas enlevé son micro. Il y a ton micro qui est bloqué. Ah, voilà. Oui, pour l'objet de négation, là, de l'objet à réfuter qui est l'existence inhérente, une fois qu'on a fait l'analyse et qu'on sait très bien que ce jeu inhérent n'existe pas, on ne peut pas, à chaque fois qu'on fait une méditation sur la vacuité ou sur le non-soi, revenir à chaque fois sur cette analyse, me semble-t-il, non? Alors, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que dans la tradition mahayaniste, on essaie d'avoir un faisceau de raisonnement. C'est-à-dire qu'on essaie de certifier l'objet de négation et d'éliminer cet objet de négation au travers de différents raisonnements. Mais il y a certains raisonnements qui spontanément fonctionnent mieux chez certains et chez d'autres. C'est-à-dire qu'un est différent, moi ça me parle bien personnellement, et l'existence dépendante aussi. Là, c'est plutôt aussi l'existence dépendante, oui. Ouais, et là c'est vraiment imparable aussi, l'existence dépendante. Donc ça c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer du temps vraiment à comprendre l'objet de négation, vraiment comprendre que veut dire existence inhérente. Quelle est la différence entre l'existence inhérente des prasangika et l'existence véritable des swatantrika? Parce que si on n'arrive pas à saisir cette subtilité, ça risque d'être assez compliqué. Et si on n'arrive pas non plus à saisir la différence entre existence autosuffisante et substantielle et l'existence inhérente, on pourrait être persuadé qu'on a compris la vacuité alors qu'on a compris qu'un non-soi grossier de la personne, ce qui est déjà énorme. Le non-soi grossier, c'est déjà pas mal, oui. C'est une première couche d'ignorance qui part. En fait. Exactement, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Le problème, c'est que si on ne se satisfait que de ça, on pourrait se dire, ok, j'ai éliminé certaines possibilités pour certaines afflictions de naître, mais on s'en rendra compte assez facilement. On verra que de toute façon, la colère, l'orgueil, la jalousie, tout ça, c'est simplement mis de côté ou ça va ressurgir à la moindre occasion. Donc c'est très important. Et puis cet exemple du bras aussi, comme dit Sassente, de voir la différence entre autosuffisant et substantiel, enfin surtout substantiel, parce que autosuffisant, ça voudrait dire permanent. Donc là, c'est sûr que ni la personne ni le bras ne le sont. Mais par rapport à substantiel, oui, là, il y a une différence entre la personne et le bras. Ok, donc en effet, au début, il faut quand même analyser beaucoup. Il faut beaucoup étudier, beaucoup réfléchir, nécessairement. C'est très important. Grâce à des textes qui font autorité, comme le Madhyamaka Shastra d'Arya Nagarjuna,
le traité du milieu. Il y a aussi, il y a d'autres textes de Arya Nagarjuna qui sont disponibles en anglais ou en français. Il y a les 6 traités de dialectique qui sont disponibles en français et en anglais, si on prend les 2 langues en même temps. Sinon, parmi tous ces traités, il y a surtout le français qui concerne le Conseil au roi, le Ratnavali, le traité du milieu, qui n'est pas les deux ne sont pas de traduction facile à lire. Et il y a aussi le Vigraha Vyavartani, pardon, excusez-moi, le Shunyata Saptati Kalika, les 70 strophes de la vacuité, c'est dans le texte Psychologie bouddhiste de la vacuité. Mais je ne sais pas s'il est toujours édité. Mais en tout cas, il est toujours possible de trouver des anciennes éditions. Et en anglais, il y a les 6 traités dialectiques de Arya Nagarjuna. Donc, il y a plus de choix. D'étudier aussi Acharya Chandrakirti, mais c'est le même type de traduction que le traité du milieu, donc c'est pas facile à lire non plus. Il y a Shantideva aussi, ce que dit sa sainteté. Il dit en fait les 4 piliers des Prasangika, c'est celui qu'on lit là, le 9e chapitre, le traité du milieu de Arya Nagarjuna, les 400 stances, les Chatu Shataka de Aryadeva, et le Madhyamakavatara de Chandrakirti. Donc les 4 piliers de la voie médiane, de Prasangika. Si on étudie ne serait-ce que ceux-là, bien sûr avec des commentaires comme ceux de sa sainteté, des commentaires qui font autorité, pas les miens, mais ceux de sa sainteté, là vous êtes sûr d'approcher la voie médiane. Surtout si vous faites des tests de temps en temps et que vous vous posez la question, ok, jusqu'à quel point ma compréhension de la vacuité implique nécessairement la causalité et une prudence par rapport à la causalité. Pas se dire, ouais, tout est vide, donc, etc. Donc ça, c'est très important. Très, très important. Vraiment primordial. Parce que sinon, ce serait extrêmement dangereux. Même pour moi, ce serait très dangereux de parler de la vacuité. Si chez vous, ça engendrait une vision nihiliste, ce serait extrêmement dangereux. Pour les vœux de Bodhisattva, etc., c'est très, très dangereux. Donc, on n'est pas censé parler de la vacuité comme ça, à tout bout de champ, etc. Mais de nos jours, et surtout en Occident, les gens sont quand même... Voilà, il y a quand même beaucoup de jugeotes. Donc, c'est pourquoi on peut en parler, surtout en prenant des textes qui font autorité, en se posant des questions, en analysant, etc. Et surtout que vous puissiez employer votre esprit critique. C'est très important de ne pas accepter tout ce que je dis comme ça, de but en blanc. Il faut essayer de remettre en question encore. Parce qu'il y a plein de vues différentes là-dessus. Énormément. Énormément. Il y en a un qui a dit avec la vacuité, tout est possible. Et Oui. sans la vacuité, rien n'est possible. Oui, exactement. C'est Arya Nagarjuna. Ouais. Voilà, oui, d'accord. Dans le chapitre 24, ouais, exactement. Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que, alors, tout est possible, sauf ce qui est impossible. C'est-à-dire que dans la vacuité, tout est possible, sauf... Ça donne un sens à la vacuité, en fait. Exactement. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que grâce à la vacuité, tout ce qui est possible est possible. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut obtenir, l'éveil, le nirvana, le bonheur, etc., ou des choses à très court terme, des renaissances supérieures, etc., tout ça, c'est possible. Parce que nous sommes vides. Nos actes sont vides, les effets sont vides, etc., etc., etc. Ouais. Ça vous parle? Ok, bravo. Bravo, c'est magnifique. Donc bien sûr, après, les aspects les plus subtils, distinguer un non-soi par rapport à un autre, ça prend beaucoup d'études, de réflexions, etc. Donc ça c'est tout à fait normal. On ne va pas, comme ça, de but en blanc, cerner toutes ces nuances. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis, de toute façon, on se dit qu'on a le temps, parce que dans le chapitre 10 du traité de Shantideva, la strophe 55 qui dit tant que demeure aura l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissesse-je moi aussi rester pour leur souffrance se dissiper. Donc c'est exactement cette strophe qu'emploie sa sainteté pour se redonner du courage, se dire que tant que demeure aura l'espace est permanent. Donc ça veut dire que on a cette vision sur le très 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 long terme. Donc même si on ne comprend pas tout ce que dit ici Shantideva ou tout ce que dit sa sainteté, on se dit on a le temps. On a le temps, on essaie de s'orienter vers la bonne direction et c'est ça qui compte. Après, voilà. Parfois on peut avoir certaines,
certaine frustration de ne pas tout comprendre de but en blanc, etc. Ou de se dire, ouais, ça prend du temps de comprendre la vacuité, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais déjà, le fait de se mettre en chemin, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ça prouve que on a déjà eu une acquaintance par le passé avec la vacuité. On a eu des empreintes extrêmement favorables. Et donc, de nourrir ces empreintes encore et encore, et se dire que on essaie de le faire avec une motivation la plus puissante possible, se dire que ça pourrait être utile au plus grand nombre, à un nombre incalculable d'êtres, donc que c'est notre contribution pour la paix dans ce monde, etc. Donc pour des choses très à long terme et sur le court terme aussi, avec cette motivation très vaste. Ah, Perdu. perdu, oh là là. 22h pile. C'est peut-être Internet qui est coupé chez lui, je ne sais pas. Non, il faut qu'il se mette sur son deuxième Wi-Fi. Ah oui. J'arrive toujours à 22h. Oui. Il est là. Oui, c'est le Wi-Fi du moment. Oui. Ok, j'espère que ça va pas couper. Oh, on était à la strophe 34. Non, non, vous étiez en mouvement, donc c'est très bien. Ok, et c'est super. Donc si vous n'avez plus de questions, on peut terminer ce soir. La semaine prochaine, il y aura pas cours. Et normalement, il devrait y avoir la semaine d'après. Je vous tiendrai au courant, hein. Il n'y a pas de certitude pour l'instant. Ok, donc en tout cas, merci mille fois de développer ces attitudes-là, l'esprit critique, la sagesse, la compassion, l'esprit d'éveil, tout ça, c'est magnifique. Bravo à tous. Et donc, bonne semaine, bon 15 jours, semaine. et je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. À bientôt. Au revoir. C'est bonne semaine. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Ciao. Merci.